Bonjour et bienvenue pour cette dernière étape de la tournée des tiers-lieux. Ça fait maintenant près d'un an que l'on visite une multitude de territoires à la rencontre des acteurs économiques, de l'économie sociale et solidaire, des associations et les tiers-lieux. Et aujourd'hui nous sommes à Maison Glaze, qui signifie Maison Bleue, sur une presqu'île, dans un tiers-lieu qui se concentre beaucoup dans le rapport à l'océan, mais pas seulement. Il y a plein d'activités culturelles, économiques qui existent et on va découvrir tout ça dans un instant. Bonjour Sylvain Suzoni. Bonjour Mickaël. Merci de nous recevoir à Maison Glaze. C'est un plaisir. Tu es coordinateur de la Maison Glaze, qui est un tiers-lieu sur un site assez particulier, sur une presqu'île, qui représente 1,5 hectare à peu près. C'est ça, oui. Et c'est une presqu'île qui est susceptible de plus en plus d'être soumise à la montée des eaux. Oui. Oui, en fait c'est une presqu'île qui était une île, fut un temps, qui a été reliée à la terre et qui risque de redevenir une île à cause du dérèglement climatique. Redevenir une île ou jusqu'à potentiellement une submersion? Une submersion en partie. Toute la commune n'est pas soumise ne sera pas soumise aux submersions, mais une bonne partie de la commune sur lesquelles d'anciens marais, sur lesquels des maisons ont été construites dans le temps, risque fortement d'être impactée par le dérèglement climatique. Alors Maison Glaze, c'est un tiers-lieu. Tu peux nous raconter un petit peu l'origine du projet et puis les activités qui s'y passent? Ouais. Alors à l'origine, c'est deux volontés qui se sont rejointes. Celle de la mairie qui a préempté le lieu quand l'armée l'a revendu, et qui voulait trouver un projet qui refasse vivre un petit peu le village, qui est quand même à 60% de maisons secondaires, donc l'activité en hiver est un petit peu réduite. Et la volonté d'Akira et de comparses qui ont proposé un projet de tiers-lieu écologique sur la pointe. En quelle année? C'était initialement en 2018 et elles ont eu les clés en 2019 et ça a ouvert en 2020. Le village, c'est combien d'habitants? Le village, c'est 400 habitants l'hiver et ça fait x10 pratiquement l'été. Ouais. Donc le projet a été validé, il existe, aujourd'hui il y a différentes activités qui cohabitent. C'est ça, on a un bail de 11 ans et on a plusieurs activités sur le site, des activités commerciales qui sont essentiellement l'hébergement touristique et l'événementiel. Normalement, on a une grande longère dans laquelle on peut faire des événements à plus de 100 personnes. Donc on a des mariages, des anniversaires, des grands séminaires, ce genre de choses. Et d'autres activités un petit peu plus annexes, mais qui ont beaucoup de sens pour nous sur le lieu, qui sont le coworking. Et puis d'autres activités qui sont moins commerciales, d'ateliers low-tech, d'ateliers de jardinage. On a un potager de bord de mer sur lequel on essaye de construire une grainothèque pour pouvoir répertorier toutes les essences qui se portent le mieux sur ce lieu et les redistribuer dans le village. Donc voilà, on a pas mal d'activités qui créent du lien sur le territoire. Et on fait beaucoup de sensibilisation toute l'année avec des événements un petit peu comme aujourd'hui, des événements autour du climat, essentiellement. Et le lien avec les acteurs économiques du territoire, hormis les séminaires, est-ce qu'ils existent et comment ils pourraient évoluer à l'avenir? Alors on tisse des liens de plusieurs formes, tu le disais, par la clientèle sur les séminaires, mais c'est pas rien parce que c'est aussi prêcher la bonne parole. Parce qu'on reçoit des entreprises qui n'ont pas forcément d'informations sur le sujet ou qui ne sont pas forcément engagées. Et nous, on essaye toujours d'accrocher soit une présentation du lieu avec une description du territoire. Et on essaye toujours de les accrocher et puis par nos pratiques aussi, on essaye de diffuser ce qu'on a envie qui évolue dans le monde d'entrepreneuriat. Donc il y a les clients, ce qu'on appelle B2C, et on a aussi pour le coworking beaucoup de liens qui se créent entre les entrepreneurs locaux
Et ça crée des synergies, ça crée des choses qu'on n'imagine pas. Deux entrepreneurs qui vont rester 2 mois ici, qui vont dormir ici. On en a eu notamment pendant le confinement, des gens qui venaient dormir ici et travailler à distance. Ouais. Et ça a créé des liens, ça a créé des expériences, et puis il y en a qui continuent à travailler ensemble sur des petits sujets, et ça fait naître en fait des choses, et c'est ça qui est hyper intéressant dans les tiers-lieux, c'est créer toutes ces synergies, créer ces liens qui font naître des initiatives qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et par rapport au village, est-ce que les habitants ont réussi à s'approprier le lieu ? Ouais, complètement, parce que quand on voit un petit peu l'histoire qui est courte, mais il y a 2 ans, on a créé l'entreprise et l'association. L'association était principalement portée par des jeunes woofers, des gens qui étaient hyper motivés par le projet, mais qui n'étaient pas forcément locaux. Enfin, locaux dans le sens vraiment gavrais. Il y en avait de Lorient, il y en a qui fréquentent toujours, mais plus de la même façon. Et entre-temps, l'association a été prise en main, ça a attiré pas mal de Gavrais, et notamment de Gavraises. Et elles ont commencé à proposer des activités, à participer en bénévole. Et cette année, elles ont pris le pouvoir, quoi. Elles ont investi le bureau, on a une présidente, une trésorière. C'est un bureau qui est complètement de Gavrais et qui maintenant vit beaucoup plus qu'avant, puisque petit à petit, il y a ces énergies en fait dans la création des tiers-lieux qui n'est pas la même au tout début. Et après, quand ça s'installe petit à petit, et c'est vraiment les gens qui font ça, et c'est vraiment ce qu'on peut voir, c'est que la fréquentation et l'appropriation par les locaux, elle s'est faite petit à petit quand les gens ont vu qu'ils pouvaient y faire quelque chose et que c'était ouvert à tout le monde. D'accord. Et les perspectives ou les ambitions pour les prochaines années, ce que tu disais, le bail il est relativement long, donc ça mène une pérennité dans le temps. Quels seraient les... Ouais, alors déjà de pérenniser. De pérenniser sur le plan économique, parce que ça... On peut pas dire qu'on soit exactement à l'équilibre, on est légèrement en dessous, et c'est un des enjeux cette année, c'est d'arriver à être à l'équilibre. Tu peux nous préciser à peu près l'ordre de grandeur en niveau d'équilibre ? Cette année, il nous manquait à peu près 10 000 € pour être à l'équilibre. Sur un budget ? Sur un budget de 250 l'année dernière, enfin je parle de 2021, quoi. Sur le bilan de 2021, on a dû remettre au pot quand même 10-12 000 €. D'accord. Pour être à l'équilibre. Après, il faut pas le voir, c'est un équilibre qu'on n'a pas réussi à trouver, certes, mais on est vraiment pas loin, et on a quand même créé 11 emplois en 2 ans. On est devenu premier employeur privé de Gavre. D'accord. Donc ça, c'est la satisfaction. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire des bénéfices, pas faire des bénéfices parce qu'on n'est pas une société on est une société à but non lucratif, donc c'est pas l'objectif, mais être à l'équilibre, c'est notre objectif, et déjà ça c'est le premier objectif à court terme. Et à plus long terme, c'est plus des objectifs de descente énergétique, parce qu'on a des bâtiments qui sont hyper énergivores. Et ça, c'est un de nos gros objectifs sur les 11 ans, c'est vraiment la descente énergétique de nos bâtiments. Et on y travaille, cette année on a fait un audit, alors c'est pas Caloën qui était avec nous mais on bosse beaucoup avec eux, mais c'était avec Luciole Énergie qui est sur le pays de Doré, et qui sont venus faire un audit énergétique, qui nous ont donné pas mal de pistes pour améliorer notre descente énergétique. D'accord. Ça, c'est vraiment l'objectif des 11 ans, c'est vraiment ça qu'on vise, quoi. Parce que c'est vraiment... On est en train de mettre en place une triple comptabilité pour suivre tout notre impact aussi, hors financier. Et hors événement, comme aujourd'hui avec l'étape de la tournée des tiers-lieux ou quand il y a un séminaire, combien de personnes sur site en moyenne ? Alors la première année, on était aux alentours d'une fréquentation entre 1000 et 2000 personnes, je crois, sur l'année. Et la deuxième année, 2021, on était sur 12 000 personnes. D'accord, ouais. Et là, je pense qu'on va taper les 20 000 cette année, surtout avec un événement comme ça, quoi. Très bien. Merci Sylvain. Merci à toi, Michael. Bonjour Fabrice Jetin. Bonjour. Tu es chargé de mission au sein de C2Sol, qui est le pôle ESS Pays de Lorient. Et C2Sol a vocation à promouvoir et à développer l'économie sociale et solidaire sur le territoire. C'est un mouvement qui a été initié par la région et a décidé de financer les associations pour développer l'ESS. Est-ce que tu peux nous présenter C2Sol en termes notamment de missions prioritaires et d'actions au quotidien ? Alors au quotidien et en mission prioritaire, des missions qu'on retrouve d'ailleurs confiées par la région à l'ensemble des 22 pôles
qui sont vraiment des acteurs locaux et de développement d'une économie de proximité, des missions qu'on appelle socles, qui sont avant tout le développement de l'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire que le pôle est une porte d'entrée pour recevoir des personnes qui ont des projets d'entrepreneuriat collectif et qui viennent nous voir pour être mis en contact avec un réseau, être accompagnés ou avoir des soutiens sur le montage en fait, de leur projet. Donc ils peuvent être très bien uniquement au niveau de l'idée, mais aussi ils peuvent être en développement de projets. Et donc nous on les oriente ensuite vers des soutiens et des partenaires de l'accompagnement au regard de leur projet. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est une mission d'acculturation, de promotion de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. C'est de mettre déjà en connexion les acteurs de l'ESS, parce que voilà, ils ont aussi besoin de mieux se connaître entre eux, d'interconnaissance, et ensuite de pouvoir faire des synapses, en fait, des relais entre acteurs de l'ESS et acteurs économiques et politiques du territoire. Et puis on intervient auprès aussi notamment de jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, pour là aussi expliquer quelles sont les valeurs, l'engagement en fait du mode d'entreprendre qui est l'ESS et comment voilà, aujourd'hui une foultitude de métiers, parce que ce n'est pas un secteur d'activité, on retrouve l'ESS dans toutes les activités, comment est-ce qu'ils peuvent trouver à la fois des métiers, des secteurs d'activité qui leur conviennent, avec du sens, avec les valeurs, les principes de l'ESS, et on leur explique tout ça, et pour certains on les accompagne aussi sur des projets qui s'appellent Mon ESS à l'école. Et puis la dernière mission, c'est la mission de projet collectif, ça c'est vraiment une mission importante, qui vise à pouvoir être catalyseur, à écouter en fait le territoire, identifier les besoins, soit du territoire ou d'acteurs particuliers, et d'être à l'initiative du démarrage de projets. Alors le pôle a déjà travaillé sur des projets de plateforme mobilité, par exemple inclusive. Là, on est en train de travailler sur des projets justement qui touchent aux quartiers prioritaires. Je sais que Marie-Laure, petit clin d'œil d'LON, parlait tout à l'heure du groupement d'employeurs. Donc ça aussi, le pôle fait partie aussi des acteurs. Et puis ensuite, on va aussi intervenir pour porter des projets sur des filières particulières, sur la maritimité par exemple, où là on réfléchit à essaimer une solution de recyclage, enfin plutôt de réemploi de bateaux en fin de vie. Sur le territoire de l'Orient. Voilà. Donc il y a toute la dimension de l'accompagnement et ensuite dans la mise en œuvre opérationnelle, là c'est en synergie avec le réseau des tags. Oui, tout à fait, parce que le pôle est vraiment un animateur du développement du territoire et propose au territoire et demande au territoire de changer de regard sur l'ESS et de voir ce que l'ESS en termes d'insertion, de protection aussi de travailleurs handicapés. Enfin, voilà, les acteurs de l'ESS ont beaucoup d'atouts. Et une fois qu'on a effectivement identifié un besoin particulier, le TAG, là, peut intervenir, soit effectivement pour incuber, c'est-à-dire qu'ils accompagnent, le TAG accompagne une douzaine de porteurs pendant 9 mois, sur une session qui les occupe et les mobilise 2 jours par semaine pour prototyper en fait leur projet et arriver au bout des 9 mois au lancement effectivement du projet. Et puis ensuite, le TAG est aussi là en mode opérationnel pour, sur le révélateur, aider à révéler les besoins et à mettre les parties prenantes autour de la table pour apporter une réponse à ce besoin. Alors un exemple, la ville de Lanester, qui construisait un nouveau bâtiment pour relier 2 quartiers prioritaires, a fait appel au TAG pour pouvoir identifier ce que les habitants avaient envie de voir monter sur ce nouveau bâtiment, en plus des services publics. Donc sont ressorties des idées de conciergerie solidaire, d'épicerie, d'activités portées par les habitants, et tout ça, ça a été rendu possible parce que le TAG a passé pratiquement 4 mois sur place, en allant voir les habitants, par des interviews, par du travail terrain, et aussi la collectivité. Et c'est en mettant tous ces gens-là autour de la table que le TAG arrive aussi à faire des propositions alternatives, souvent très intéressantes pour des réhabilitations de centres-bourgs aussi, par exemple. Et ça, on travaille main dans la main avec le pôle de l'Orient, mais avec les pôles du Morbihan, puisque le TAG 56 a une dimension départementale. Et il y a aussi toute une dimension solidarité avec la fondation Break Poverty. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est sa mission ? Alors là, la mission, c'est que
comme je vous le disais, on a des missions socles, mais qu'il y a aussi des missions qui nous sont confiées par nos adhérents, parce que le pôle existe que par et pour nos adhérents aussi. Et nos adhérents nous avaient exprimé le besoin d'accompagner les associations dans les transitions économiques, puisque avant cette crise du Covid, on avait effectivement un assèchement assez violent des solutions, enfin des financements publics. Donc on a nous travaillé avec la ville de Lorient et effectivement on est en train d'expérimenter pour participer à la lutte contre la pauvreté des jeunes dans les quartiers prioritaires, une alliance territoriale pour faire en sorte que des actions d'acteurs sociaux, d'associations sur le terrain, pour les jeunes, soient en partie ou en totalité financées par des fonds provenant d'acteurs économiques, d'entreprises en l'occurrence. Donc voilà, c'est une partie de mécénat social, donc à la fois financier mais aussi de compétences. Et donc là, on est en train effectivement avec la ville de piloter en fait sur 3 ans cette expérimentation. On a identifié les besoins sur les 4 quartiers prioritaires. Et on reçoit des propositions d'actions pour toucher ces jeunes-là dans leurs besoins, apporter des réponses et proposer ça ensuite à des entreprises qui vont venir aider financièrement les associations à mettre ça en place. L'ambition financière pour cette fondation, cette collecte de fonds se situe à peu près à quel niveau de besoin? Alors, on vise une levée à peu près de 6 projets aidés sur une moyenne pour Lorient de 20 000 euros, donc x 3 ans. D'accord. Donc on est sur entre 120 et 150 000 euros de visée par an pendant 3 ans. Très bien. Voilà. Merci Fabrice. Merci à vous. Mathilde Jamier-Vidcock, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Gavre pour la dernière étape de la tournée des tiers-lieux et on voulait partager avec toi cette occasion autour de ton activité et peut-être avant même d'en parler, ton parcours d'entrepreneuriat, puisque tu as bénéficié d'un accompagnement en région Bretagne avec TAG 56. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience ? Alors le TAG 56, donc en Bretagne on a la chance d'avoir 4 structures TAG, une par département, liées à la Bretagne et à l'État en termes de financement et qui nous permettent du coup, c'est des incubateurs de projets d'économie sociale et solidaire. Moi j'ai eu la grande chance de faire partie de la première promotion, donc de participer aussi au début de cette histoire et à la définition aussi de ce que les TAG finalement pouvaient apporter à leurs bénéficiaires tels que moi. Donc moi ça m'a permis en gros de me consacrer pendant 1 an à mon projet de création d'entreprise, de me renforcer aussi sur tout ce qui était économie sociale et solidaire, même si aujourd'hui j'ai un statut de URL, j'ai l'impression moi de vivre l'économie sociale et solidaire au quotidien, mais j'ai pas un statut qui le dit aujourd'hui. Voilà, il faudrait que j'aille vers un statut ESUS. Et puis ça m'a permis aussi, ça m'a mise en réseau, voilà, avec d'autres créateurs de projets et puis aussi d'autres structures d'accompagnement, d'autres structures du territoire qui m'ont épaulé à la sortie du TAG et qui continuent à m'épauler aujourd'hui. Et le fait d'aller vers l'économie sociale et solidaire, c'était une vocation dès le départ du projet, avant même de choisir l'activité ? Pour moi, c'était vraiment lié au projet. C'est ce qui m'intéressait. Moi, avant, je travaillais dans la culture en plus, donc c'est vrai que j'ai pas un profil entreprise classique. Et pour moi, l'économie, de toute façon, elle a vocation à être quand même tournée aussi vers le social et le solidaire. Et du coup, moi, l'activité, c'était vraiment en lien avec les produits locaux, avec la sensibilisation aussi au changement de pratique. Et du coup, forcément, pour moi, même sans statut, je fais de l'économie sociale et solidaire au quotidien. Alors on va parler du comptoir d'ici, qui est le nom de ton entreprise. Quel est le modèle économique et l'offre ? Alors aujourd'hui, le comptoir d'ici, donc c'est une structure que j'ai créée en 2017, d'abord en EIRL, en micro-entreprise, pour pouvoir être en test et avoir
la marge de manœuvre que me permettait ce statut-là. Et depuis 2020, on est passé en EURL. Et aujourd'hui, en termes de modèle économique, mais aussi modèle de gouvernance, je commence à réfléchir avec les 70 producteurs avec lesquels on travaille, à quel statut serait plus adapté aujourd'hui à la manière dont on travaille. Aujourd'hui, je suis vraiment une intermédiaire. Ouais. Je pense que c'est pas le plus intéressant ni pour eux, ni pour moi, ni pour les clients finalement. Donc voilà, pour voir est-ce qu'on peut inventer autre chose. Et du coup, une journée comme aujourd'hui, d'être en contact avec les tiers-lieux, c'est vrai que moi ça m'ouvre aussi sur plein de possibilités. Donc c'est intéressant. Et modèle économique, c'est une entreprise. Donc je finance l'entreprise par son activité, par la vente de produits alimentaires principaux, et j'ai eu la chance de bénéficier aussi de quelques subventions, notamment récemment une belle subvention de la région Bretagne pour nous permettre de développer un nouveau site, une plateforme de sensibilisation au changement de pratique par l'alimentation, qui nous permet d'avoir aujourd'hui une super plateforme avec les fonctionnalités techniques et logistiques dont on a besoin pour préparer les commandes, pour gagner du temps, pour revenir vers les producteurs avec des informations consolidées, et aussi faire le travail de sensibilisation qu'on veut faire avec les clients. D'accord, donc c'est à la fois site logistique et pédagogique. Ouais, voilà. 70 producteurs qui sont dans un rayon de 70 km. À peu près. Alors aujourd'hui, on travaille au plus près. Quand j'ai démarré, on était hyper local. J'ai vu que ça faisait fuir certaines personnes. On me disait que j'étais une ayatollah du bio, donc je me suis dit qu'il fallait que je travaille là-dessus. Et finalement, je pense que pour prôner un changement radical, ça n'aide pas tout le monde à changer. Voilà, ça peut aussi faire peur. Donc on aménage aussi, on propose aux gens les produits au plus près. Et ce qu'on ne trouve pas en proximité, on va le chercher plus loin. Ce qui nous permet aussi d'être très rassurant et de proposer des oranges en hiver. Comme ça, les gens trouvent aussi les produits qu'ils ont l'habitude de trouver. Et ça leur préserve leur confort, mais ça leur donne quand même une marge d'amélioration. Et par rapport à la grande distribution ou même d'autres réseaux de coopératives dans le bio, le taux de produits locaux est particulièrement élevé. Il est de 70% à peu près. C'est les 3,70 en fait, les chiffres de l'entreprise. Voilà, on va rester. C'est pratique à mémoriser. C'est un hasard, mais c'est pas mal. Et donc 70%, oui, c'est relativement important. Et pour la distribution, pour se différencier face notamment à la grande distribution qui fait de plus en plus de bio, il y a le drive désormais qui est proposé. Ouais, alors il y a le drive avec toujours l'accès à la même offre de produits locaux, ce qui peut être différent sur les drives classiques. Sur les drives classiques, vu que c'est des plateformes qui sont quand même centralisées en termes techniques, généralement on voit plutôt tous les produits généralistes. Sur les drives. Nous, le drive nous permet vraiment de mettre en avant la richesse justement des produits locaux qu'on propose. Après, on a un vrai problème aujourd'hui, en effet, de manière générale, c'est que les grandes surfaces parlent le même langage que nous, elles parlent de la même chose que nous, elles disent aussi la spécificité qu'on avait quand on a démarré en 2017, elle n'existe plus, parce que toutes les grandes surfaces mettent en avant leur engagement envers les petits producteurs. Voilà. Donc on a un vrai problème aujourd'hui pour en effet expliquer quand même la différence du travail qu'on fait. Et en termes d'impact pour le territoire, parce que ça fait partie justement des points qui peuvent être différenciants, on va retrouver, donc, tu l'évoquais tout à l'heure, la pédagogie, donc un enjeu plutôt sociétal, un enjeu écologique évident sur le fait de produire bio, mais aussi en circuit court, donc avec moins de transport. Mais on pourrait rajouter à ça un autre impact qui est peut-être celui de créer aussi de l'emploi local, donc économique. Est-ce qu'il y a d'autres facettes en termes d'impact qui font partie du rapport extra-financier, alors peut-être pas formalisé, mais en tout cas qui est travaillé? Non, je pense que tu as tous les impacts sur lesquels on souhaite être présent et sur lesquels on peut être présent, quoi. Et moi, c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise que j'ai créée. C'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était ces impacts-là. Là où on peut le dire un peu plus fort que ce que tu dis en termes d'impact sociétal, c'est vraiment de banaliser
aussi, même si les grandes surfaces le font différemment, mais de banaliser l'impact individuel que les gens peuvent avoir par leur achat sur leur territoire. Voilà. Et donc vraiment conforter les gens. Aujourd'hui, je pense que je le vois même dans mes clients, le côté local, donc économique, passe avant le côté environnemental. Oui, voilà. D'accord. On peut le comprendre maintenant par rapport à l'inflation, où du coup en effet c'est un sujet immédiat. On le voit depuis un an. Finalement, et c'est vrai qu'il y a un virage qui s'est fait que moi j'ai du mal à expliquer l'année dernière, où en effet le bio a perdu en intérêt par rapport au local, mais c'est du coup vraiment conforter les gens dans la valeur de leur geste en fait, et dans l'importance au quotidien, et que même si c'est que des petits pains, c'est déjà ça. Et je pense en plus vraiment en termes d'impact que l'alimentation pour moi c'est un point de départ facile, et qu'une fois qu'on a commencé à se poser la question de ce qu'on mange, on se pose la question de comment on se déplace, voilà. Donc ça amène aussi derrière plein d'autres briques intéressantes. Alors tu parles de se déplacer justement, il y a un autre engagement fort et un autre impact dans l'activité qui est le choix d'avoir travaillé avec Fil à Vélo, qui est une entreprise d'insertion pour le dernier kilomètre. Ouais, Fil à Vélo, on travaille ensemble depuis la première année. J'étais toute seule parce qu'en plus j'étais dans mon idée de test, et puis à un moment je me suis rendu compte qu'en faisant tout toute seule, je pouvais pas accepter plus de commandes, et que je plafonnais un peu, et donc je me suis posé la question de sur quelle partie je pouvais faire rentrer quelqu'un. Embaucher, c'est un engagement qui est compliqué quand on est une petite entreprise, et finalement en discutant avec Anthony qui développait Fil à Vélo, on a trouvé une solution qui m'intéressait et qui l'intéressait. Eux, ça leur permettait de développer leur activité aussi ils étaient d'abord sur la logistique du dernier kilomètre pour les transporteurs, et en travaillant avec nous, ils pouvaient aussi se mettre sur en effet la livraison en proximité de produits comme les nôtres. Et puis on a aussi testé, et puis on a arrêté, mais d'intégrer certains membres de son équipe dans mon processus de commande. Voilà. Et finalement, on s'est rendu compte que ça pouvait être déstabilisant pour eux. Pour les salariés qu'il avait à l'époque dans son équipe, la préparation de commande, faut être hyper rigoureux. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Et finalement, dans l'insertion, on laisse la place à l'erreur. Et c'est important aussi dans le cadre de la reprise d'une activité. Et nous, on était trop exigeants et on ne pouvait pas se permettre à ce moment-là d'avoir des erreurs en préparation de commande. Donc finalement, Fil à Vélo aujourd'hui ne fait que de la livraison pour nous, et le fait très bien. Et c'est vraiment important pour notre activité au quotidien, nous, de participer à l'insertion de futurs travailleurs, on va dire, mais qui travaillent pour Fil à Vélo. Et puis pour nos clients, c'est important aussi de se dire que quand ils payent une livraison à domicile, ils soutiennent la dynamique d'insertion. Pour certains, c'est un déclencheur. Et dans les années qui viennent, les ambitions, les perspectives de développement, comment tu vois les choses ? Alors il y a principalement là le chantier sur lequel on va se mettre à la rentrée, parce que j'ai quelqu'un qui arrive fin septembre. Donc on va pouvoir se mettre sur un projet auquel on réfléchit depuis 8 mois, c'est-à-dire accompagner la restauration collective face à ces obligations liées à la loi Egalim. Donc pouvoir travailler avec les cantines des écoles, des collèges, des lycées, mais aussi des EHPAD ou de la restauration privée, pour pouvoir leur livrer. Alors le Egalim, malheureusement c'est pas le local qui compte dans Egalim, c'est les labels de qualité. Et nous on travaille en bio, donc du coup on va pouvoir livrer des produits bio et locaux, super bonus, aux structures de la restauration collective du territoire. Super. On va souhaiter plein de belles choses dans le développement de Comptoir d'ici. Merci Mathilde. Merci à toi. Et bon séjour à Gavre. Merci. Bonjour Flavie de Jorias. Bonjour. Tu es coordinatrice du TAG 29. Tu es également responsable idéateur incubateur. TAG 29 fait partie d'une constellation de dispositifs sur la région. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne TAG 29 sur le territoire ?
Alors donc déjà TAG29 c'est l'acronyme de trajectoire agile et effectivement c'est l'association TAG29 qui représente l'ensemble des tags sur le territoire breton. Donc on est présent sur les 4 départements, donc TAG22, TAG35, TAG56 et donc TAG29. Et donc on a été créé du coup dans le cadre de propulser des entreprises sociales et solidaires sur le territoire, en l'occurrence finistérien, pour ce qui est du TAG29. Et il y a combien d'acteurs accompagnés ? Alors chaque année, on a donc à l'échelle du département une dizaine de projets collectifs qui sont accompagnés via ce qu'on appelle l'incubateur. Et ensuite sur d'autres dispositifs, donc plutôt des dispositifs qui permettent de passer l'idée au projet, on a aussi une dizaine de projets, donc en tout ça fait une bonne vingtaine. Et vous êtes combien dans l'équipe pour accompagner tous ces projets ? Alors on est 5. Aujourd'hui à TAG29. On a une vingtaine à l'échelle du réseau du TAG BZH. 5 personnes, donc on est 2 nous en tant que chargés d'accompagnement sur la partie vraiment montage du projet. Donc, montage du projet, c'est accompagner des projets collectifs à partir du moment où ils sont au stade de l'émergence et on les amène progressivement pendant 1 an vers le lancement de leur activité. Donc là on est 2 personnes et puis on a 2 autres personnes qui eux travaillent sur une autre fonction, elle qui est plutôt un dispositif d'accompagnement des territoires. qu'on appelle le révélateur. Et les activités qui sont créées, elles ont un statut juridique particulier? Est-ce qu'il y a un peu de tout? Alors nous on accompagne des projets collectifs ou à vocation collective. Et effectivement, on accompagne plutôt des structures qui ont exclusivement une vocation à être dans le champ de l'ESS. Alors historiquement, on a les associations, mutuelles, fondations, etc. Et de plus en plus, on commence à avoir aussi des entreprises commerciales, agrément ESUS, qu'on peut effectivement accompagner également. Et la pérennité de ces structures, avec le recul, est-ce qu'elles sont toutes en développement ou est-ce qu'il y a un taux d'échec ? Alors il faut savoir que déjà de fait dans la création d'entreprises classiques il y a un taux d'échec qui est assez important. La période de création elle est entre 0 et 3 ans. Donc on estime qu'une structure a plus de chances de survivre au-delà de 3 ans. En plus de 3 ans, elle a quasiment la moitié de chances de ne pas survivre. Nous on a des taux qui sont supérieurs à 50%. D'accord. Mais on a aussi des structures qui sont plus complexes à monter et qui mettent plus de temps à être du coup montées. Ce qui fait que en général, entre le moment où la structure vient nous voir et le moment où elle atteint du coup le démarrage officiel de l'activité, il peut se passer 2 ans. Et les secteurs d'activité dominants, s'il y en a? Alors on accompagne tout type de secteur d'activité, donc moi je viens du coup du Finistère, enfin, je travaille en Finistère, donc on a aussi quelques projets en lien avec la mer, contrairement à d'autres territoires, donc c'est la spécificité du Finistère, mais on accompagne des projets en lien avec l'habitat, l'alimentation, la mobilité. En réalité on accompagne tout type de secteur d'activité. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont va être gouvernée la structure, son modèle économique, la manière dont ils vont créer des emplois qui ne sont pas délocalisables sur le territoire. En fait, c'est ce sur quoi on va se poser quand on va créer du coup ces espaces de discussion et d'accompagnement avec eux. Et parmi toutes les entreprises qui ont été créées ou les associations, celles qui en termes de taille d'activité, donc par le nombre d'emplois créés ou de chiffre d'affaires développé, quelle est celle qui aujourd'hui a la taille la plus importante? Alors en Finistère, la structure qui a la taille la plus importante, c'est le Repère. Donc le Repère, c'est une matériothèque. Donc leur activité est centrée autour de la récupération de matériaux du BTP et du réemploi de ces matériaux, donc de la revente. Et eux aujourd'hui ils ont 6 ETP. D'accord. Donc c'est aujourd'hui la plus grosse structure qui a été accompagnée par TAG29. En général on est plutôt aux alentours de 1 ETP, voire 2 ETP, alors, sachant que ce sont des structures qui de toute façon ont un potentiel, mais comme je disais, elles mettent un petit peu de temps à trouver leur modèle économique. Donc aujourd'hui elles sont plutôt en moyenne à 1,2 TP. D'accord, merci Flavie. Je vous en prie et je vous remercie pour cette interview. Bonjour Marie-Laure Lamy. Bonjour.
Tu es directrice de l'association ALOEN, qui est une association qui a un statut particulier d'agence locale d'énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une agence locale d'énergie, combien il y en a en France ? Alors, les agences locales de l'énergie et du climat maintenant sont au nombre d'à peu près une quarantaine sur la France, fédérées au sein de la fédération Flamme. Et on est 7 agences aujourd'hui en Bretagne, bientôt 8. D'accord. Notre spécificité, c'est qu'on est des associations créées par les institutionnels. Par exemple, ALOEN, créée en 2005, a été fondée par l'Orient Agglomération, l'ADEME, Agence de transition écologique, et le Conseil régional de Bretagne. Ce qui nous permet d'avoir une double casquette, à la fois association, avec des liens avec le monde à but non lucratif, et à la fois institutionnel, pour parler le même langage que les élus et bien comprendre les politiques publiques. Alors quand on entend parler de boucle locale, on imagine tout de suite production d'énergie. Est-ce que c'est le cas? Quelles sont les spécificités peut-être d'ALOEN? Alors c'est vrai qu'en 2013, suite à l'appel à projet de la région Bretagne pour constituer des boucles énergétiques, ALOEN a eu envie d'emmener l'Orient Agglomération sur une boucle énergétique qui repose sur les humains. Alors j'ai l'habitude d'appeler ça le PFH, le précieux facteur humain. Et notre but, c'était vraiment de rassembler les acteurs du territoire qui étaient intéressés dès 2012 par la transition énergétique et la transition écologique, de les faire travailler ensemble, donc des entreprises, des institutions, des associations, des organismes de formation, pour voir ensemble comment on pouvait relever différents défis sur les thématiques par exemple du déplacement, de l'isolation des bâtiments, de l'accompagnement des entreprises. Et pour tout dire, pendant 3 ans, on a eu un petit peu peur au début, parce que les gens se rencontraient, mais on ne sentait pas vraiment de projet de sortir concrètement. Et 10 ans après, je peux dire qu'on est ravis de cette histoire, parce que ce qu'on a construit à ce moment-là, les graines qu'on a plantées en 2012, aujourd'hui donnent de très belles fleurs et même des arbres. Et alors, justement, en termes de réalisation, ça prend quelle forme ? Eh bien, ça nous permet par exemple d'être beaucoup plus efficace pour répondre ensemble à des appels à projets, qu'ils soient européens, nationaux. On a eu par exemple un gros projet investissement d'avenir financé par l'ADEME nationale en 2016, avec 12 acteurs au sein d'un consortium qui a été constitué en 15 jours. Donc ça nous donne une grande force. Et puis aujourd'hui, ça nous permet de nous embarquer sur une nouvelle façon de faire de l'économie et du développement économique du territoire, qui ne soit plus basée sur la concurrence et sur l'appauvrissement des idées, mais plutôt sur la coopération et comment en se mettant tous ensemble, on est plus intelligent et plus durable. Alors justement, les collaborations avec Maison Glace qui nous accueille aujourd'hui, elle prend quelle forme ? Alors la collaboration, elle est née d'une opération qu'on a lancée en tout début 2020, donc juste avant la crise sanitaire et les confinements, qui s'appelait « Mes voisins sont formidables » et qui avait pour but d'aller recueillir des témoignages des habitants pour mettre en lumière des pépites, des initiatives, des lieux, des personnes sur notre territoire, pour diffuser cette connaissance-là et puis donner envie à d'autres de se lancer dans cette aventure de la transition ou des transitions. Et donc Maison Glace est ressortie comme une des pépites de notre territoire de l'Orient Agglomération. Et on a même organisé notre événement final à Maison Glace, qui a été un grand moment très sympa et là encore créateur de liens humains et de liens entre différentes structures. Et puis tout récemment, on a constitué en 2018 un groupement d'employeurs pour pouvoir partager des compétences entre différents acteurs. Et Maison Glace vient de nous rejoindre début 2022, donc on est ravis. Très bien. Et sur le plan énergétique, quand on parle d'une boucle locale, ça signifie quoi? Que tout le monde peut contribuer finalement par une mise en commun dans un circuit local à produire de l'énergie sans forcément le consommer pour soi, c'est ça la démarche? Oui, l'idée, en France on a quand même deux réseaux de distribution d'énergie que sont le réseau de gaz et le réseau d'électricité qui sont très très bien développés et qui sont un bien commun énorme pour tous les Français puisqu'on a quand même assez facilement accès à l'électricité et dans les villes au gaz. Et donc l'idée c'est de voir comment on peut tous contribuer à alimenter ces réseaux en arrêtant, on va dire, de réfléchir juste au niveau de ses propres besoins, du besoin de sa maison ou du besoin de sa ville, mais vraiment de voir comment chacun peut amener de l'énergie dans ces réseaux-là pour qu'ensuite ils soient distribués sur un plus grand nombre. On parle beaucoup, par exemple, en ce moment d'autoconsommation photovoltaïque. Et là, je tire vraiment le signal d'alarme parce que si on calibre les panneaux qu'on va mettre sur notre toiture uniquement sur notre consommation, on va utiliser
un quart de notre toiture. Si on pense vraiment alimenter le réseau et participer à un effort commun de production d'énergie renouvelable, et ben là on va pouvoir mettre une surface beaucoup plus importante et donc faire bénéficier un plus grand nombre de ces énergies renouvelables. Oui, ça participe du plan de développement du territoire dans lequel chacun peut s'inscrire. Et dans la transition énergétique, au sens où on a besoin que ceux qui ont des richesses en énergie, en potentiel énergétique, puissent en faire bénéficier ceux qui n'en ont pas. Il y a des fois il y a du vent, il y a des fois il y a du soleil. Tout ça, ça se complète plutôt pas mal. Et comment on fait pour que chacun vienne amener sa production. Et pour les années qui viennent, voire même les mois qui arrivent, puisqu'on parle évidemment beaucoup des enjeux de production d'énergie, quelles sont les perspectives pour l'association, les priorités? Alors nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est vraiment le modèle économique. Aujourd'hui, on est basé sur un modèle économique extrêmement consommateur de richesses naturelles et de richesses humaines, parce qu'on voit que les humains fatiguent, s'épuisent, on parle de burn-out, c'est beaucoup d'interrogations sur le sens. Et nous aujourd'hui, ce qu'on promeut vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre en valeur les richesses créées par la coopération. Donc, il existe un courant de plus en plus développé qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et le but premier qu'on se donne à Aloen aujourd'hui, c'est de montrer, de prouver, notamment aux décideurs politiques, qu'ils ont tout intérêt à aider les acteurs du territoire à coopérer tous ensemble plutôt qu'à se faire concurrence. Très bien, merci Marie-Laure. Merci.